Quand un PDG noir s'est vu refuser l'entrée en première classe à cause de sa couleur de peau, il n'a pas argumenté, il a passé un seul appel. En 72 heures, toute la compagnie aérienne était à genoux. Ce n'est pas seulement une histoire de discrimination, c'est le moment où le pouvoir, la stratégie et la justice se sont enfin rencontrés. La Bentley noire et élégante s'est arrêtée devant le terminal des départs de l'aéroport national de Washington dans un silence presque total. Alors que le chauffeur sortait pour ouvrir la porte arrière, Nathaniel Cole a ramassé son porte-documents en cuir et ajusté ses boutons de manchette en platine, un cadeau qu'il s'était fait lorsqu'il a conclu sa première transaction d'1 milliard de dollars. « Avez-vous besoin d'aide avec vos bagages, monsieur Cole ?» demanda le chauffeur, sa posture parfaitement droite. Nathaniel secoua la tête. « Juste le bagage à main, James. Je voyage léger ces jours-ci. » Il descendit sur le trottoir, traçant une silhouette impressionnante dans son costume Tom Ford sur mesure qui accentuait sa carrure athlétique. À 42 ans, Nathaniel se tenait avec la confiance tranquille d'un homme qui savait exactement qui il était et ce qu'il valait. « Très bien, monsieur. Avez-vous besoin d'être ramené à votre retour ? Je vous enverrai les détails une fois que j'aurai atterri à San Francisco. » Nathaniel prit la poignée de son élégant bagage à main. « Et James, prends le reste de la journée. C'est un ordre. » Le chauffeur sourit. « Merci, monsieur. » En entrant dans le terminal, Nathaniel sentit le changement d'énergie familier qui se produisait toujours lorsqu'il entrait dans des espaces qui n'avaient pas été historiquement conçus pour les hommes qui lui ressemblaient. De subtiles doubles prises de la part des voyageurs qui faisaient défiler leur téléphone, un agent de sécurité qui se redressa un peu plus quand Nathaniel passa, une femme blanche qui serra son sac à main un peu plus fort. Nathaniel remarqua tout cela mais garda une expression neutre. Ces moments étaient si courants qu'ils étaient devenus un bruit de fond dans la symphonie de sa vie. Ennuyeux, mais prévisible. Il avait appris il y a longtemps que réagir ne donnait qu'aux autres du pouvoir sur sa paix. La file d'attente pour l'enregistrement en première classe était vide et Nathaniel s'approcha du comptoir où deux agentes étaient en train de bavarder. La plus jeune, dont le badge indiquait Erika, sourit automatiquement. Mais l'agente plus âgée, Sandra Mackey, selon son badge, s'arrêta au milieu d'une phrase et jeta à Nathaniel un long regard d'évaluation. « Bonjour », dit Nathaniel, faisant glisser sa carte d'identité et sa carte de fidélité en platine sur le comptoir. « Regalis Airways pour San Francisco, départ à 11h30. » Sandra prit ses documents avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur ?» La pause avant monsieur était subtile mais indubitable. « Je vais bien, merci. » Nathaniel maintint le contact visuel, sa voix mesurée et calme. Sandra tapota sur son clavier avec une force inutile. « Voyage d'affaires ou d'agrément aujourd'hui ?»« D'affaires, j'en suis sûr. » Elle jeta un coup d'œil à sa carte d'identité, puis de nouveau à lui comme pour confirmer que la photo correspondait. « Cole, Nathaniel Cole, c'est exact. » Sandra se pencha vers Erika et lui murmura quelque chose. Les yeux d'Erika s'écarquillèrent légèrement avant qu'elle ne se reprenne. Nathaniel attrapa des fragments. Ce type de start-up et a probablement juste eu de la chance de gagner de l'argent. Nathaniel avait construit un empire d'IA de plusieurs milliards de dollars à partir de rien. Mais il s'était habitué à être rabaissé au rang de ce type de start-up. « Votre carte d'embarquement, monsieur Cole », dit Sandra, lui tendant le document avec une réticence à peine dissimulée. Les passagers de première classe peuvent se rendre à la voie de sécurité prioritaire dans le salon de première classe. L'embarquement commence à 10h45. « Merci !» Nathaniel ramassa ses documents, remarquant comment les yeux de Sandra le suivaient alors qu'il s'éloignait. Le processus de sécurité de la TSA se déroula sans incident. Bien que Nathaniel ait été sélectionné au hasard pour un contrôle supplémentaire, un événement statistiquement improbable qui se produisait presque à chaque fois qu'il prenait l'avion. Il se soumit à la fouille supplémentaire sans commentaire, gardant son visage neutre malgré l'indignité. 20 minutes plus tard, Nathaniel s'approcha de l'entrée du salon de première classe de Regalis Airways. Un autre agent se tenait au pupitre, un jeune homme blanc aux cheveux blonds qui s'illumina lorsqu'il vit Nathaniel s'approcher. « Bonjour monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement et votre carte d'identité ?» Nathaniel venait juste d'attraper ses documents lorsque Sandra apparut soudainement derrière le pupitre, légèrement essoufflée comme si elle s'était dépêchée de l'intercepter. « Je vais m'occuper de celui-ci, Ryan, » dit-elle, congédiant le jeune agent d'un bref signe de tête. Ryan avait l'air confus, mais il s'écarta. Nathaniel remit à nouveau sa carte d'embarquement et sa carte d'identité. Sandra les examina avec une minutie exagérée, retournant la carte d'embarquement comme si elle cherchait un défaut, une raison de lui refuser l'accès. « Y a-t-il un problème ?» demanda Nathaniel doucement. « Je fais juste mon travail, monsieur. » La façon dont elle insista sur monsieur donnait l'impression d'une insulte. Ce billet de première classe semble inhabituel. Nathaniel haussa un sourcil. « Inhabituel ? Comment ? » « Eh bien, ce sont des sièges très chers. » Les yeux de Sandra se plissèrent, et nous devons nous assurer que tous les passagers sont à leur place. Plusieurs voyageurs dans les environs ralentirent leur allure, sentant la tension. Nathaniel était parfaitement conscient des regards sur lui, du jugement silencieux, des hypothèses formulées.
Je vous assure que mon billet est valide, dit Nathaniel, sa voix toujours calme mais avec une nouvelle pointe d'acier en dessous. Sandra scanna sa carte d'embarquement, fronçant les sourcils devant l'écran d'ordinateur. Ce billet, c'est probablement celui de quelqu'un d'autre. Elle le regarda. Avez-vous trouvé cette carte d'embarquement, monsieur? Ou peut-être a-t-elle été achetée pour vous par un employeur? L'implication flottait dans l'air, lourde et offensante. À quelques mètres de là, un homme blanc plus âgé en polo et pantalon kaki renifla avec dérision. Peut-être qu'il s'est perdu, dit l'homme assez fort pour que tout le monde l'entende. La classe économique est-ce par là? Il pointa du doigt le terminal principal. Sandra ne corrigea pas l'homme et ne défendit pas son passager. Au lieu de cela, elle sembla enhardie par le commentaire, se tenant plus droite. « Je vais avoir besoin d'une vérification supplémentaire, dit-elle. Cela ne semble pas correct. » Nathaniel sortit soigneusement son portefeuille et en retira une carte American Express Centurion noire, la carte de crédit si exclusive que la plupart des gens n'en avaient entendu que des rumeurs. « Cela aidera-t-il à vérifier mon identité ?» demanda-t-il, sa voix parfaitement neutre. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. « N'importe qui pourrait avoir ça. Je vais devoir appeler la sécurité. » Elle prit un téléphone, tournant le dos à Nathaniel pendant qu'elle composait le numéro. Nathaniel ne protesta pas. Il avait déjà vécu cela, trop de fois pour les compter. Se battre ne ferait qu'aggraver la situation, le transformant en le récit de l'homme noir en colère qui allait sûrement suivre. Au lieu de cela, il s'écarta et attendit, sa posture parfaite, son expression illisible. En quelques minutes, un superviseur de la sécurité apparut, un homme grand et large d'épaules, avec des cheveux poivre et sel, se déplaçant avec l'économie de mouvement qui suggérait une formation militaire. Son badge indiquait Victor Grant. « Quel semble être le problème ici ?» demanda Grant, sa voix bourrue mais professionnelle. « Ce monsieur tente d'accéder au salon de première classe avec ce que je crois être des documents frauduleux, » dit Sandra, insistant sur « monsieur », avec le même ton méprisant qu'elle avait utilisé pour sœur. Victor Grant se tourna vers Nathaniel, ses yeux enregistrant un bref éclair de reconnaissance avant que son masque professionnel ne revienne. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'identité et votre carte d'embarquement ?» Nathaniel les lui remit sans commentaire. Grant les examina attentivement, puis regarda Sandra. « Madame Mackay, tout semble en ordre. Les documents de Monsieur Cole sont valides. » Le visage de Sandra se crispa. « Mais il ne... » Elle se reprit. « Je veux dire, cela semblait suspect. Le système a signalé... » « Le système n'a rien signalé, » interrompit Grant fermement. « Je ne vois aucune alerte concernant ce passager. »« Je veux qu'il soit retiré de la zone du salon, » insista Sandra. « Juste pour être sûr, on ne peut jamais être trop prudent de nos jours. » Grant hésita, clairement mal à l'aise avec la situation, mais lié par le protocole. « Monsieur, je m'excuse, mais cela vous dérangerait-il de venir avec moi pendant que nous réglons ce problème? C'est juste une procédure. » Nathaniel acquiesça immédiatement. « Bien sûr. » Alors que Victor commençait à l'escorter, Nathaniel remarqua un jeune homme noir en uniforme de stagiaire de Regalis Airways, regardant la scène avec des yeux grands ouverts et horrifiés. Le badge du jeune homme indiquait Jamal et il était en train de taper frénétiquement quelque chose sur son téléphone. Nathaniel suivit Victor Grant vers le bureau de la sécurité, conservant sa dignité à chaque pas. Une fois hors de portée du salon, il sortit son téléphone de sa poche et passa un appel. « Ici Cole, » dit-il doucement. « Protocole Raven, engagement complet. » Commençait le mode observation. Il mit fin à l'appel et remit le téléphone dans sa poche juste au moment où Victor Grant ouvrait la porte du bureau de la sécurité. « Monsieur Cole, Tout va bien, monsieur Grant, dit Nathaniel. Je comprends que vous faites votre travail. Victor avait l'air peiné. Pour ce que ça vaut, monsieur, je sais qui vous êtes. Cela ne devrait pas se produire. Nathaniel se contenta d'acquiescer. Il s'était préparé à des moments comme celui-ci toute sa vie. Ce n'était pas la première fois, et malheureusement ce ne serait pas la dernière. Mais contrairement aux incidents précédents, cette fois-ci aurait des conséquences. Pendant ce temps, dans le terminal, le jeune Jamal Barnes envoyait frénétiquement des SMS à son ami du service informatique. « Mec, ils viennent de s'en prendre à Nathaniel Cole. Le Nathaniel Cole, l'homme qui a pratiquement inventé la moitié des systèmes qui font fonctionner cet aéroport. On est foutus !» La salle de pause informatique était généralement calme à cette heure, mais Derek Wells a failli recracher son café. Lorsqu'il lut le texte de Jamal, il appela immédiatement son ami. « Tu es sérieux là ?» demanda Derek. « Nathaniel Cole, le fondateur de Cole Dynamics ?»« Très sérieux », siffla Jamal dans son téléphone, se cachant derrière une colonne pour ne pas être vu par son superviseur. Sandra Mackay et la sécurité viennent de l'escorter comme s'il était une sorte de criminel. Tout ça parce qu'il essayait d'entrer dans le salon de première classe. Tu te rends compte de qui est cet homme ? La voix de Derek monta d'un ton de panique. Ces systèmes d'IA font fonctionner la moitié de l'infrastructure de tous les grands aéroports d'Amérique. Les protocoles de sécurité de Cole Dynamics sont utilisés par le Pentagone, bon sang. Je sais exactement qui il est, répondit Jamal. Mon projet de fin d'études à Howard était basé sur ces premiers algorithmes. C'est comme
C'est une légende, mec, et ils viennent de le traiter comme s'il avait volé quelque chose. Alors que Jamal et Derek prenaient conscience de la gravité de ce dont ils venaient d'être témoins, leur conversation fit écho à l'histoire d'un homme dont le nom était devenu synonyme d'innovation et d'excellence. Une histoire qui avait commencé dans des circonstances bien plus modestes. 28 ans plus tôt, Nathaniel, âgé de 8 ans, était assis seul sur les marches du foyer d'accueil Greenwood, serrant un cahier usé rempli de chiffres et de diagrammes dépassant la compréhension de la plupart des adultes. Son assistante sociale, Madame Patterson, était assise à côté de lui, sa main posée doucement sur son épaule. « Ta tante ne viendra pas aujourd'hui, Nathaniel, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée. » Nathaniel acquiesça, sans surprise. Sa tante, sa seule parente vivante après la mort de ses parents dans un accident de voiture 2 ans auparavant, avait déjà fait des promesses. Elle les tenait rarement. « C'est bon, dit-il, continuant à griffonner des équations dans son cahier. De toute façon, je dois finir ça. » Madame Patterson jeta un coup d'œil à son travail. « Sur quoi travailles-tu ? » « C'est un système, expliqua-t-il, son petit visage sérieux au-delà de son âge, pour prédire les schémas. Si tu peux prédire les schémas, tu peux te préparer à ce qui va arriver. » Le cœur de Madame Patterson se brisa un peu. Bien sûr, cet enfant brillant qui avait tout perdu à l'âge de 6 ans serait obsédé par la prédiction de l'avenir, par la prévention de la prochaine catastrophe avant qu'elle ne frappe. « Tu es un enfant spécial, Nathaniel, dit-elle. Un jour, tout le monde le saura. » À 14 ans, Nathaniel avait déménagé dans 4 familles d'accueil, endurant le harcèlement racial, la jalousie envers son intelligence et la lutte constante pour être le seul enfant noir dans des écoles et des quartiers à prédominance blanche. Il avait appris à baisser la tête, à observer, à ne parler qu'en cas de nécessité. Au lycée Marshall, le professeur de mathématiques, M. Winters, reconnut quelque chose d'extraordinaire dans le tranquille adolescent qui résolvait des problèmes de calcul différentiel pendant que ses camarades de classe avaient du mal avec l'algèbre de base. « Tu perds ton temps ici, lui dit M. Winters après les cours un jour. Tu as besoin d'être mis au défi. » Nathaniel haussa les épaules. « Je me mets au défi moi-même. » Hésitant, Nathaniel sortit son dernier cahier, il en avait rempli des dizaines maintenant, et montra à M. Winters le code qu'il était en train de développer. M. Winters fixa les pages, son expression passant de la curiosité à l'étonnement. « C'est du travail de niveau universitaire. Qu'est-ce que tu construis exactement ?»« Un modèle prédictif pour les marchés financiers. » dit Nathaniel doucement. « C'est juste un passe-temps. »« Un passe-temps » M. Winters le regarda avec incrédulité. « Nathaniel, c'est extraordinaire. » Pour la première fois depuis des années, Nathaniel s'autorisa un petit sourire. À 17 ans, Nathaniel avait 3 emplois. Le matin dans un café avant l'école, le soir à la bibliothèque et le week-end à faire la vaisselle dans un restaurant local. Chaque centime était destiné aux pièces d'ordinateur, remises à neuf qu'il avait assemblées dans sa minuscule chambre de sa dernière famille d'accueil. « Tu vas t'épuiser, gamin », le mit en garde son père adoptif, Jim, un soir, trouvant Nathaniel toujours éveillé à 3 heures du matin, codant à la lueur de son écran. « Je vais bien », insista Nathaniel, ne quittant pas l'écran des yeux. « Qu'est-ce qui est si important que ça ne puisse pas attendre le matin ?» Nathaniel hésita. Jim avait été correct avec lui ? Pas chaleureux, pas une figure paternelle, mais pas cruelle non plus. « Je suis en train de finir mon application. Les demandes de bourse pour le MIT sont dues la semaine prochaine et j'ai besoin que ça marche. » Jim plissa les yeux vers l'écran. « Qu'est-ce que ça fait ?» J'analyse les schémas météorologiques historiques et les rendements des récoltes pour prédire les pénuries alimentaires avant qu'elles ne se produisent, expliqua Nathaniel. Ça pourrait donner aux organisations humanitaires des mois d'alerte précoce. Jim le fixa pendant un long moment. « Tu es quelque chose d'autre, tu sais ça ?» Il secoua la tête d'émerveillement. « Va te coucher, Nathaniel, même les esprits brillants ont besoin de repos. » Pour une fois, Nathaniel suivit son conseil. Il dormit 3 heures avant son service du matin. Quand il rentra chez lui cet après-midi-là, Jim l'attendait avec une enveloppe. « C'est arrivé pour toi. Express mail. » Nathaniel l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre lui offrant une bourse complète pour le MIT. Ses parents adoptifs lui organisèrent une petite fête ce week-end-là, la première célébration que quiconque ait jamais organisée en son honneur. Cela aurait dû être le début d'une parfaite success story. Ça ne l'était pas. 2 ans plus tard, Nathaniel, âgé de 19 ans, était assis dans une salle de conférence stérile du centre-ville de Boston, face à 3 hommes blancs en costume coûteux qui souriaient trop. « Votre algorithme est impressionnant, Monsieur Cole », dit Bradley Winston, le capital risqueur aux cheveux argentés au centre. « Brut sur les bords, mais nous voyons du potentiel. »« Merci », répondit Nathaniel, maintenant le contact visuel malgré son malaise. Il avait passé 2 ans à affiner son système prédictif de pénurie alimentaire en quelque chose qui pourrait sauver des milliers de vies. « Nous sommes prêts à vous offrir 50 000 $ pour la propriété intellectuelle », dit un autre homme, Andrew Phillips, selon la carte de visite sur la table. Nathaniel fronça les sourcils. « La valeur projetée est de plusieurs millions. »
Winston rit comme si Nathaniel avait raconté une blague charmante. C'est très optimiste. Écoutez, nous prenons tous les risques ici. Vous êtes un étudiant avec un concept non prouvé. Un concept que j'ai construit et testé moi-même, rétorqua Nathaniel. Ça marche, le programme alimentaire mondial a déjà exprimé son intérêt. Une telle passion, dit Winston avec condescendance. Mais vous devez comprendre comment fonctionne le commerce. Nous avons les relations, l'infrastructure. Vous voulez supprimer l'application humanitaire et la vendre à des fonds spéculatifs, interrompit Nathaniel, comprenant enfin. Enfin, ce n'est pas à ça que ça sert. Le troisième homme, Robert Davis, soupira avec impatience. Monsieur Cole, soyons pratiques. Vous êtes un étudiant de 2e année venu de nulle part, sans relation familiale, sans richesse derrière vous. Cette offre est généreuse. Nathaniel se leva. Merci pour votre temps, messieurs. Ne soyez pas idiots, avertit Winston. Vous refusez ça, nous développerons quelque chose de similaire en interne, vous n'obtiendrez rien. Je vais tenter ma chance ? Nathaniel ramassa son prototype et partit. 6 mois plus tard, la firme de Winston lança un dérivé du système de Nathaniel, ayant rétroconçu des aspects de celui-ci à partir de la démonstration. Ils firent des millions. Nathaniel ne reçut rien, pas même le crédit. Ce fut la première trahison, mais pas la dernière. Cela lui apprit une leçon cruciale. Dans le monde des affaires, le pouvoir était tout, et il n'en avait pas encore. Alors que Jamal continuait son échange de SMS frénétique avec Derek, des conversations similaires se déroulaient dans tout l'aéroport, alors que la nouvelle se répandait rapidement parmi le personnel. Nathaniel Cole était détenu dans le bureau de la sécurité. Victor Grant était visiblement mal à l'aise alors qu'il reprenait la vérification des documents de Nathaniel. « Je m'excuse pour le dérangement, monsieur Cole », dit-il formellement. Il semble qu'il s'agisse d'un malentendu. Nathaniel resta calme. Vraiment ? Les yeux de Victor rencontrèrent brièvement les siens avant de se détourner. « Monsieur, un malentendu implique une erreur involontaire, » dit Nathaniel. Cela semblait tout à fait intentionnel. Victor ne répondit pas immédiatement. Après 20 ans dans la sécurité aéroportuaire, après son service militaire, il avait vu des schémas émerger. Il avait été témoin des sélections aléatoires qui n'étaient pas aléatoires du tout. Il avait observé l'examen supplémentaire appliqué à certains passagers, en particulier les hommes noirs qui réussissaient et qui osaient occuper des places en première classe. « Je ne peux pas commenter ça, monsieur, » dit finalement Victor. « Vous n'avez pas besoin de le faire, » répondit Nathaniel. « Votre silence en dit long. » Victor s'éclaircit la gorge. « Vous êtes libre de partir, monsieur Cole. Je vais personnellement vous raccompagner au salon. Ce ne sera pas nécessaire. Je crois que mon vol embarque bientôt de toute façon. » Alors que Nathaniel quittait le bureau de la sécurité, son téléphone vibra avec un message. Il provenait d'un numéro inconnu. « Monsieur Cole, ici Jamal Barnes, stagiaire chez Regalis. Ce qui vous est arrivé était mal. Beaucoup d'entre nous ici vous respectent grandement. » Nathaniel fit une pause. Considérant, puis il répondit « Restez observateur. La vérité se révèle aux patients. » À l'extérieur du terminal, dans un élégant SUV noir aux vitres teintées, une femme observait l'entrée de l'aéroport avec une concentration laser. Lia Okoro était à la tête de la sécurité mondiale de Cole Dynamics depuis 5 ans, depuis que Nathaniel l'avait personnellement recruté pour quitter son poste de haute fonctionnaire à la CIA. À 45 ans, avec ses cheveux coupés courts et ses yeux perpétuellement alertes, Lia se tenait avec la tranquille assurance de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité et savait comment le contrer. Son téléphone sonna. « Okoro », répondit-elle sèchement. « C'est moi, vint la voix de Nathaniel. Le protocole Raven est actif. »« Compris, actif en place. Je me mets en position maintenant, j'embarque bientôt. » Lia acquiesça, bien que Nathaniel ne puisse pas la voir. Les informations initiales sur Regalis sont préoccupantes. Liens importants avec des comptes offshore, en particulier aux îles Caïmans et en Suisse. Leur PDG, Charles Whitmore, joue au golf avec la moitié du comité sénatorial des transports. « Vulnérabilité nombreuse », répondit Lia, sortant une tablette sécurisée. Leur cybersécurité est dépassée. La culture interne est toxique. 18 règlements à l'amiable pour harcèlement sexuel au cours des 5 dernières années, tous enterrés, et leur bilan de sécurité des vols est maintenu par une suppression juridique agressive des incidents. « Parfait, » dit Nathaniel, sa voix ne révélant rien de ce qu'il pensait. « Ils sont pourris de l'intérieur. »« Quelle est la stratégie ici, Nathaniel ?» demanda Lia, laissant tomber la formalité comme elle le faisait souvent lorsqu'ils élaboraient une stratégie. Il y eut une pause avant que Nathaniel ne réponde. Ils m'ont humilié parce qu'ils pensaient que j'étais impuissant, parce qu'ils ont vu ma peau et ont fait des suppositions. Il ne s'agit pas de vengeance, Lia. Non, il s'agit de responsabilité. Il s'agit de conséquences. Ces systèmes persistent parce qu'ils ne sont jamais contestés par quelqu'un qui a les ressources pour se défendre. Léa sourit sombrement. Et vous avez des ressources plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. Nathaniel confirma. Préparez un engagement complet. Je veux que tous les squelettes dans tous les placards de Regalis soient exposés. Et Sandra Mackey ? Léa demanda.
Elle aussi, personne n'est un dommage collatéral dans cette affaire, tous ceux qui participent à ces systèmes font un choix. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, au siège social de Regalis Airways, le PDG Charles Whitmore savourait un whisky dans son bureau après être revenu d'une partie de golf avec le sénateur Thomas Green, président du comité sénatorial des transports du Sénat. Excellente nouvelle, Martin, dit-il à son directeur financier, Martin Reynolds. Les réglementations de sécurité proposées seront indéfiniment retardées pour une étude plus approfondie. Martin haussa les sourcils. Cela nous fait économiser, 30 millions en amélioration. Au moins, confirma Charles, faisant tournoyer sa boisson. Tom est un bon ami, il comprend comment fonctionnent les affaires. L'interphone sur son bureau sonna. Monsieur Whitmore, il y a une situation qui se développe à l'aéroport national impliquant un passager de haut niveau. Les RP pensent que vous devriez être informé. Charles soupira de façon théâtrale. Les RP ne peuvent-ils plus rien gérer eux-mêmes ces jours-ci? Bon, passez-les. Une voix nerveuse se fit entendre. Monsieur, un passager du nom de Nathaniel Cole s'est apparemment vu refuser l'accès à notre salon de première classe malgré la présentation de documents valides. Cela génère déjà de l'attention sur les médias sociaux. Charles fronça les sourcils. Nathaniel Cole, pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? C'est le fondateur et PDG de Cole Dynamics, expliqua le représentant des RP. La firme d'IA. Oh d'accord, le type de la technologie, un Afro-Américain, c'est ça? Oui, monsieur. Charles fit un geste de la main avec désinvolture, bien que personne ne puisse le voir. Réponse standard, alors. Regalis Airways est engagé envers la diversité et l'inclusion, blablabla. Incident isolé ne reflète pas nos valeurs. Vous connaissez la chanson. Monsieur, je pense que cela pourrait nécessiter plus d'attention. Monsieur Cole est extrêmement influent. Écoutez, interrompit Charles. Mettez ça sur le dos de l'employé et passez à autre chose. Nous avons déjà géré ces situations auparavant. Personne n'a la capacité d'attention pour s'indigner plus longtemps. Ce sera oublié demain. Oui, monsieur, dit le représentant des RP d'un ton dubitatif. Après avoir raccroché, Charles se tourna vers Martin. Vous voyez ce que je dois gérer? Tout le monde panique pour rien ces jours-ci. Martin semblait moins certain. Cole Dynamics? Ne sont-ils pas ceux qui ont développé le nouveau système d'IA de contrôle du trafic aérien? Probablement, Charles haussa les épaules. Ce sont tous les mêmes, ces entreprises technologiques. Trop d'argent, trop peu d'expérience dans le monde réel, ne vous inquiétez pas pour ça. De retour à l'aéroport, Erika s'approcha de Sandra dans la salle de pause du personnel, son expression troublée. Sandra, ce qui s'est passé avec ce passager était mal, dit-elle doucement. Sandra leva les yeux de son café, les yeux se plissant. Excuse-moi, cet homme avait tout à fait le droit d'être dans le salon. Ses documents étaient valides, vous le savez. Je suivais le protocole, se défendit Sandra. Il semblait suspect. Comment? Demanda Erika. Parce qu'il était noir, il était mieux habillé que la moitié des passagers en première classe. Le visage de Sandra se durcit. Les hommes comme ça jouent toujours les victimes, cherchent toujours un traitement spécial. Il ne demandait pas un traitement spécial, argumenta Erika. Il demandait le même traitement que n'importe qui d'autre. Tu es trop jeune pour comprendre, la congédia Sandra. Je fais ce travail depuis 20 ans. Je sais reconnaître les ennuis quand je les vois. Erika la regarda avec incrédulité. C'est exactement le problème, n'est-ce pas? Vous voyez des ennuis là où il n'y en a pas. Elle se tourna pour partir puis s'arrêta. Vous savez qui c'était, n'est-ce pas? Nathaniel Cole. Son entreprise vaut des milliards. Pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa le visage de Sandra. Ce nom ne signifie rien pour moi. Peut-être qu'il devrait, répondit Erika, parce que je vous garantis qu'il signifie quelque chose pour nos dirigeants. Alors que le vol de Nathaniel se préparait à embarquer, il reçut un autre message de l'IA. La phase 1 est prête, sur votre ordre. Nathaniel regarda par la fenêtre l'avion de Regalis Airways qui attendait sur le tarmac, son logo corporatif brillant sous le soleil matinal. Puis il répondit un simple message. Commencez. Ensuite, nous les exposons pièce par pièce. Alors que le vol de Nathaniel Cole atterrissait à San Francisco, son téléphone vibra avec des notifications. L'incident à l'aéroport national de Washington avait déjà fait son chemin en ligne, avec des séquences vidéo tremblantes prises avec un téléphone portable montrant son interaction avec Sandra Mackey et son escorte subséquente hors du salon de première classe. Voici ce qui arrive quand on prend de l'avion, quand un Est noir lisait une publication tendance accompagnée de la vidéo. Une autre montrait une comparaison côte à côte du portrait professionnel souriant de Sandra Mackey à côté d'une image fixe d'elle confrontant Nathaniel. Au moment où il montait dans sa voiture qui l'attendait, les principaux médias avaient repris l'histoire. Dernière nouvelle aujourd'hui, annonçait un présentateur de CNN, son expression grave. Le milliardaire de la technologie et pionnier de l'IA Nathaniel Cole se serait vu refuser l'accès à un salon d'aéroport de première classe malgré la présentation de documents valides. Regalis Airways est accusé de profilage racial à la suite de l'incident qui a été capturé en vidéo par de multiples témoins.
Nathaniel regarda la couverture de façon impassible alors que son chauffeur se faufilait dans la circulation de San Francisco. Son téléphone sonna. « Lia Okoro, le cycle d'actualité là », l'informa-t-elle. La réponse sur les médias sociaux est divisée mais tant en votre faveur. L'équipe des relations publiques de Régalis est en train de se démener et nos autres initiatives se déroulent comme prévu. Première insertion numérique terminée. Nous surveillons les systèmes maintenant. Nathaniel acquiesça bien que Lia ne puisse pas le voir. « Bien, tenez-moi au courant. » En quelques heures, Régalis Airways publia une déclaration officielle, affichée sur leur compte de médias sociaux et envoyée aux principaux médias. Régalis Airways était profondément engagé envers la diversité, l'équité et l'inclusion à tous les niveaux de son exploitation. L'incident impliquant M. Cole semble être un cas isolé d'un employé délinquant ne suivant pas nos protocoles établis. Nous enquêtons sur la question de manière approfondie et prendrons les mesures appropriées. Nous présentons nos sincères excuses à M. Cole et à tous nos précieux clients. Au siège social de Régalis, Charles Whitmore scanna la déclaration avec désintérêt avant de jeter la tablette de côté. « Voilà, problème résolu », déclara-t-il à son équipe de gestion de crise réunie dans son bureau. « Maintenant, pouvons-nous, s'il vous plaît, nous concentrer sur les affaires réelles ?» Teresa Williams, la directrice des communications de Régalis, serra les lèvres d'inquiétude. « Monsieur, je ne pense pas que cela suffira. L'optique est extrêmement mauvaise et Monsieur Cole est très influent dans les cercles technologiques. » Charles roula des yeux. « C'est un hoquet de relations publiques, Teresa. Pas la fin du monde. Blâmez l'employé, faites des promesses vagues d'amélioration et passez à autre chose. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. » « Monsieur, Teresa essaya à nouveau, je pense que nous devrions contacter Monsieur Cole directement, offrir des excuses personnelles, peut-être une forme de... »« Pourquoi ?» interrompit Charles, sa voix s'élevant. « Pour un inconvénient momentané. Il a quand même pris son vol, n'est-ce pas ? De plus, ce n'est pas la première fois que nous traitons avec des passagers qui prétendent avoir été victimes de discrimination. Ils se contentent généralement de se taire une fois que les avocats agitent le bon montant devant eux. » Teresa échangea des regards inquiets avec Martin Reynolds, le directeur financier, qui était resté silencieux tout au long de la réunion. Martin s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous au moins envisager... »« Réunion terminée ?» annonça Charles en se levant brusquement. « Je dois assister à un dîner de charité. Gérez ça comme vous le devez, mais gardez ça sous contrôle et peu coûteux. » Alors que les dirigeants sortaient, Teresa resta en arrière. « Martin, je suis inquiète. Cela semble différent. » Martin acquiesça légèrement. « Je sais, Médian, mais tu connais Charles. Une fois que son esprit est fait... » Il s'interrompit, jetant un coup d'œil à son téléphone alors qu'il vibrait avec un appel entrant. « Je dois prendre ça. C'est la sécurité à l'aéroport national de Washington. » Sandra Mackay se pavanait dans le salon des employés, se prélassant dans l'attention de ses collègues qui avaient vu les nouvelles. « Je ne faisais que mon travail, dit-elle à un groupe de collègues agents de porte, protéger l'intégrité de nos espaces premium. On ne sait jamais ces jours-ci. » Erika se tenait à proximité, les bras croisés. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, et vous le savez. » Le sourire de Sandra vacilla. « Excuse-moi ? Vous l'avez ciblé spécifiquement. Vous avez quitté votre poste pour l'intercepter au salon. » La pièce se tut alors que d'autres employés observaient le déroulement de la confrontation. Le visage de Sandra se durcit. « Vous devez faire attention, Erika. Faire de fausses accusations contre un collègue plus ancien pourrait avoir un impact sur votre avenir ici. » Avant qu'Erika ne puisse répondre, leur superviseur entra dans la salle de pause. « Sandra, je dois vous voir dans mon bureau immédiatement. » L'expression suffisante de Sandra disparut. « De quoi s'agit-il, Jeff ?»« Maintenant, Sandra. » Sonneton ne laissa aucune place à la discussion. Alors que Sandra le suivait, son téléphone émit un signal sonore avec une notification. Elle provenait des RH de Régalis. « Tous les comptes de médias sociaux des employés sont maintenant soumis à un examen dans le cadre de notre politique mise à jour sur les médias sociaux. Veuillez vous abstenir de commenter les événements récents impliquant Régalis Airways. » Pendant ce temps, les voyageurs à travers le pays connaissaient des problèmes inexplicables dans le système de réservation de Régalis Airways. Des vols disparaissaient de la base de données de planification, pour ne réapparaître que des heures plus tard. Des clients premium ont vu leur réservation rétrogradée en classe économique sans explication. Les systèmes de paiement refusaient des cartes de crédit valides tout en traitant occasionnellement la même transaction plusieurs fois. Au siège informatique de Régalis à Dallas, les administrateurs système travaillaient frénétiquement pour identifier la source des perturbations. « C'est comme si le système se battait lui-même », expliqua l'ingénieur informatique principal à son directeur de plus en plus frustré. « Nous corrigeons un problème, et 3 autres apparaissent. Je n'ai jamais rien vu de tel. » « Pourrait-il s'agir d'un piratage ?» demanda le directeur. « Peut-être, mais il n'y a pas de point d'entrée évident. Nos protocoles de sécurité sont tous enregistrés comme intacts. » L'ingénieur recula de son bureau avec frustration. « Ce qui est bizarre, c'est que c'est presque comme si les perturbations étaient ciblées. Que voulez-vous dire ?
Les problèmes semblent affecter nos itinéraires les plus rentables et nos clients les plus importants. C'est trop spécifique pour être aléatoire. De retour à San Francisco, Nathaniel était assis dans sa suite d'hôtel en regardant les données en temps réel circuler sur plusieurs écrans. La voix de l'IA se fit entendre via la connexion vidéo sécurisée. L'opération miroir est active, rapporta-t-elle. Nos personnes ont identifié de multiples vulnérabilités dans les communications des dirigeants de Regalis. Nous recueillons des renseignements sur Whitmore et son cercle restreint. Et notre insertion numérique fonctionne comme prévu. Assez subtile pour ressembler à des erreurs système, mais assez impactante pour nuire à leurs résultats. Nathaniel acquiesça avec approbation. Qu'en est-il de nos actifs humains? L'employé de l'aéroport, Jamal Barnes, s'est montré étonnamment serviable. Il a fourni un accès aux canaux de communication interne, et nous avons identifié d'autres alliés potentiels au sein de Regalis qui semblent mécontents de la direction actuelle. Bien, qu'avez-vous trouvé sur Sandra Mackey? L'expression de l'IA devint plus sombre. C'est tout un personnage. De multiples plaintes baffes de passagers au fil des ans, toutes étouffées par la direction. Elle a eu une tendance à cibler les passagers de couleur, en particulier dans les cabines premium. Les RH ont un dossier sur elle, mais ils n'ont pris aucune mesure significative. Et Victor Grant, ancien de l'armée de l'air, 20 ans dans la sécurité aéroportuaire, de l'avis de tous un homme décent dans une position difficile, éthique mais contraint par le système. Nathaniel y réfléchit. Contactez-le discrètement. Je veux savoir où il se situe. Alors que cette conversation avait lieu, Jamal travaillait à son service à l'aéroport, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Son téléphone vibra avec un texto de Derek de l'informatique. Il se passe quelque chose de bizarre dans nos systèmes. Le patron panique. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé hier? Jamal vérifia que personne ne le regardait avant de répondre. Peut-être, tenez-moi au courant. Plusieurs terminaux plus loin, Victor Grant examinait les images de la caméra de sécurité de la veille, se concentrant sur l'interaction de Nathaniel avec Sandra. Il rembobina et relit la scène plusieurs fois, son froncement de sourcils s'intensifiant. C'était pire qu'il ne s'en souvenait. Le langage corporel de Sandra, son mépris évident, l'escalade inutile. Son téléphone de bureau sonna. « Grant », répondit-il. « Monsieur Grant », vint une voix féminine douce et professionnelle. « Je m'appelle Lia Okoro, chef de la sécurité mondiale de Call Dynamics. Avez-vous un moment pour parler en privé ?» Victor se raidit. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?»« Ce n'est pas important pour le moment. Ce qui compte, c'est que nous avons une connaissance mutuelle en Nathaniel Cole. » Victor jeta un coup d'œil autour de son bureau vide, puis baissa la voix. « De quoi s'agit-il, Madame Okoro ? Il s'agit de justice, Monsieur Grant. Et de choix. Monsieur Cole a été impressionné par votre professionnalisme hier, malgré la position difficile dans laquelle vous vous êtes trouvé. Je ne faisais que mon travail. Oui, mais la question est de savoir quel travail vous faisiez vraiment. Suivre le protocole ou permettre la discrimination. La mâchoire de Victor se serra. C'est injuste, j'ai suivi la procédure. Peut-être, mais vous saviez que c'était mal. Je peux l'entendre dans votre voix même maintenant. Après un long silence, Victor parla à nouveau. Que veut Monsieur Cole de moi? Rien que vous ne soyez pas prêt à donner. Juste la vérité. Le moment venu. Après la fin de l'appel, Victor resta immobile, fixant les images de sécurité toujours figées sur son écran. Au cours de ses 20 années à l'aéroport, il avait vu d'innombrables incidents comme celui-ci, des moments où la procédure devenait un bouclier pour les préjugés. Il avait toujours suivi les règles, resté dans son couloir. Mais pourquoi faire? Dans un restaurant du centre-ville de San Francisco, Nathaniel rencontra une femme plus âgée et distinguée dont les cheveux aux reflets argentés étaient tirés en un chignon élégant. Evelyn Banks avait été l'une des premières femmes noires PDG dans l'industrie technologique, brisant les barrières des décennies avant que Nathaniel n'entre en scène. « J'ai vu les nouvelles », dit-elle alors qu'ils s'installaient à leur table privée. « Ça me rappelle des souvenirs. » Nathaniel acquiesça. « Certaines choses ne changent jamais. Mais certaines choses changent, rétorqua Evelyn, l'étudiant. Il y a 20 ans, vous n'auriez eu aucun recours. Maintenant, vous avez des ressources, de l'influence, du pouvoir. Je les ai, convint Nathaniel, et j'ai l'intention de les utiliser. Evelyn sirota son vin pensivement. Je vous ai appris la patience pour une raison, Nathaniel. Le long terme gagne toujours. N'êtes-vous pas impulsif? Ça semble personnel. C'est personnel, reconnut Nathaniel, mais c'est aussi plus grand que moi. Regalis Airways a systématiquement permis la discrimination tout en prétendant valoriser la diversité. Ils sont pourris jusqu'à la moelle, financièrement, éthiquement, opérationnellement. Et vous allez être quoi? Juge, jury et bourreau? Ou bourreau? L'expression de Nathaniel resta calme. Non, je vais juste créer de la transparence. Ce qui se passe après cela dépend du marché, des régulateurs et du public. Evelyn l'étudia pendant un long moment. Vous y avez réfléchi. Vous m'avez bien appris. Elle acquiesça lentement. Souvenez-vous aussi de ce que je vous ai appris. Le vrai pouvoir n'est pas une question de destruction. Il s'agit de transformation. Je me souviens, l'assura Nathaniel. Il ne s'agit pas de vengeance.
Il s'agit de responsabilité. Alors que leur dîner se poursuivait à travers le pays, les systèmes de Regalis Airways continuaient de se détériorer. Les clients inondèrent les médias sociaux de plaintes concernant les vols annulés, les réservations perdues et les multiples frais de carte de crédit. Le hashtag #RegalisChaos commença à être tendance aux côtés de Plage à prendre l'avion Canton Est Noir. Dans la salle de guerre informatique au siège de Regalis, le directeur frappa du poing sur la table. Comment est-ce possible? Nous avons corrigé toutes les vulnérabilités. Une analyste junior prit la parole avec hésitation. Je pense que je pourrais savoir ce qui se passe. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il y a un schéma dans les perturbations. Elles ont commencé juste après l'incident avec Nathaniel Cole. Coïncidence, congédia le directeur. Peut-être pas, insista l'analyste. Cole Dynamics a créé la base de nos systèmes de réservation et de planification il y a 3 ans. Et s'il y avait une porte dérobée que nous n'avons jamais connue? Un silence tendu emplit la pièce. C'est impossible, dit finalement le directeur, mais sa voix manquait de conviction. Notre équipe de sécurité l'aurait trouvée, à moins qu'elle n'ait été conçue pour ne pas être trouvée, jusqu'à ce qu'elle soit activée. À ce moment-là, Lia Okoro briefait son équipe d'experts en cybersécurité à partir d'un lieu sûr. La phase 2 commence maintenant, ordonna-t-elle. Concentrez-vous sur leurs communications internes. Je veux chaque email, chaque texto, chaque note interne liée aux pratiques discriminatoires ou aux violations réglementaires. Un de ces analystes leva les yeux de son écran. Nous avons déjà découvert quelque chose d'intéressant. Charles Whitmore a un serveur de messagerie distinct pour les communications qu'il a gardées hors du système officiel. Les yeux de Lia se plissèrent. Pouvez-vous y accéder? Déjà fait, c'est éclairant. Pendant ce temps, Jamal terminait son service lorsqu'il surprit une conversation entre 2 responsables. Ils recherchent un bouc émissaire, dit l'un à voix basse. Le conseil d'administration met la pression sur Charles. Qui ciblant-il? Le superviseur de la sécurité, Grant. Ils disent qu'il aurait dû désamorcer avec Cole au lieu de le retirer. Le cœur de Jamal se mit à battre la chamade alors qu'il faisait semblant d'organiser des brochures à proximité, s'efforçant d'en entendre davantage. « C'est des conneries !» répondit le deuxième responsable. Grant ne faisait que suivre le protocole. C'est Sandra qui a créé tout le bordel. Peu importe, ils ont besoin de quelqu'un avec de l'autorité pour endosser le chapeau. Sandra est une cible trop facile. Ils admettraient une discrimination directe. Mieux vaut le présenter comme une réaction excessive de la sécurité. Jamal attendit qu'ils partent avant de sortir son téléphone pour envoyer un texto à Derek. Il prévoit de faire de Victor Grant un bouc émissaire pour l'incident Cole. Pouvez-vous confirmer? Quelques minutes plus tard, Derek répondit « Confirmé. Je viens de voir le projet d'annonce. Ils le suspendent en attendant une enquête. » D'enquête. Cette nuit-là, alors que la frénésie médiatique autour de Regalis Airways s'intensifiait, un simple message apparut simultanément sur les écrans de l'ordinateur de chaque employé de Regalis. Ce n'est que le début. Le message disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant les employés de Regalis stupéfaits et les dirigeants paniqués. Au siège de la société à Atlanta, Charles Whitmore faisait les 100 pas dans son bureau, le téléphone plaqué à son oreille. « Je me fiche de ce que ça coûte », aboya-t-il. « Je veux que ça soit contenu maintenant. Trouvez-moi Ethan Ross. » Ethan Ross était un nom murmuré dans les cercles corporatifs. Le réparateur, appelé lorsque les stratégies de relations publiques normales échouaient. Sa spécialité était la gestion de crise par l'intimidation, tirant parti de ses relations dans les médias, la politique et, occasionnellement, les coins les plus sombres de la collecte d'informations. 3 heures plus tard, Ethan entra dans le bureau de Charles sans frapper. Un homme mince, impeccablement vêtu avec des yeux froids et une réputation d'efficacité impitoyable. « C'est pire que ce que vous avez décrit », furent ses premiers mots, jetant une tablette sur le bureau de Charles. « Votre action a baissé de 12% depuis l'ouverture. Les médias sociaux sont un bain de sang et ce message sur les ordinateurs de vos employés, vous avez été piraté, Charles. Complètement. » Charles s'affaissa sur sa chaise. « Pouvez-vous réparer ça ? Je peux le gérer, corrigea Ethan, mais cela nécessitera une action décisive. Pas de demi-mesure. Quoi qu'il en coûte. » Ethan acquiesça une fois. « J'aurai besoin d'une autorité complète sur votre équipe de communication, d'un accès à tous les dossiers du personnel et d'une équipe de sécurité dédiée. Vous l'avez, arrêtez juste le saignement. La première chose que nous faisons, identifier et neutraliser les menaces internes. Quiconque pourrait être sympathique à Cole ou tenter de divulguer des informations. Vous pensez que nous avons une taupe ?» Le sourire d'Ethan était froid. Les organisations en ont toujours, surtout pendant une crise. Le lendemain matin, Jamal arriva au travail pour constater que du personnel de sécurité était posté dans tout le terminal. Alors qu'il s'approchait de l'entrée des employés, un garde s'avança. « Jamal Barnes ?» Jamal se figea. « Oui ? Venez avec moi, s'il vous plaît. » Il fut conduit dans une petite salle de conférence où Ethan Ross attendait, examinant un dossier. « Monsieur Barnes ?» dit Ethan sans lever les yeux. « Veuillez vous asseoir. » Jamal resta debout. « De quoi s'agit-il ?» Ethan leva enfin les yeux. «
Vos communications avec Derek Wells de l'informatique, votre intérêt pour l'incident Nathaniel Cole, votre accès aux discussions sensibles des employés. La gorge de Jamal se dessécha. Je ne... Ne m'insultez pas en mentant, le coupa Ethan. Nous avons examiné vos textos, vos appels, vos déplacements dans le terminal. Il ferma le dossier. Vous avez deux options. Option 1, vous êtes renvoyé immédiatement pour avoir violé les politiques de confidentialité de l'entreprise, mis sur liste noire de l'industrie et risqué potentiellement des poursuites judiciaires pour espionnage industriel. Les mains de Jamal commencèrent à trembler. Et option 2, vous me dites tout ce que vous savez sur qui vous a contacté au sujet de Nathaniel Cole et vous continuez votre travail ici, rendant compte directement à moi maintenant. Dans une salle de conférence similaire de l'autre côté du terminal, Victor Grant fit face au même ultimatum d'un autre membre de l'équipe d'Ethan. Contrairement à Jamal, Victor avait des décennies d'expérience à garder son expression neutre sous pression. « Je n'ai rien fait de mal », déclara-t-il uniformément. Non, la femme en face de lui, Lisa Chen, selon son badge temporaire, fit glisser une copie vers lui. « Votre carte d'accès a été utilisée pour examiner les images de sécurité de l'incident Cole à plusieurs reprises après les heures d'hier de bureau. Vous avez reçu un appel de Lia Okoro, la chef de la sécurité de Cole, et votre dossier du personnel montre que vous avez déposé 3 plaintes concernant des protocoles de sécurité discriminatoires au cours des 2 dernières années. » Victor resta silencieux. « Vous êtes un passif, monsieur Grant, » continua Lisa. « Mais vous pourriez être un atout à la place. Dites-nous ce que les gens de Cole prévoient. »« Je ne sais rien des plans de monsieur Cole, » répondit Victor honnêtement. « Alors vous ne nous êtes d'aucune utilité. » Dans un espace de coworking élégant du centre-ville, Hélène Voss, directrice de l'exploitation de Regalis Airways, rencontra Lia Okoro sous le prétexte d'une journée personnelle. « C'est extrêmement irrégulier, » dit Hélène, sa voix basse malgré l'intimité de leur module de réunion. « Ce sont des moments irréguliers, » répondit Lia calmement. « Merci d'avoir accepté de vous rencontrer. » Hélène redressa sa veste, une habitude nerveuse de ses débuts de carrière. À 52 ans, elle avait navigué dans les eaux perfides de l'Amérique corporative en tant que l'une des rares femmes à occuper des postes de direction dans l'aviation. Elle avait souvent fait des compromis, fermé les yeux parfois, mais elle avait ses limites. « Je suppose que c'est au sujet de Nathaniel Cole, » dit-elle. « C'est au sujet de Regalis Airways, » corrigea Léa, « et de la pourriture à son cœur. Vous savez de quoi je parle. » L'expression d'Hélène resta soigneusement neutre. « Je suis la directrice de l'exploitation de cette entreprise, Madame Okoro. Pourquoi vous aiderais-je à l'endommager ? » « Parce que vous êtes meilleur que ça, » répondit simplement Lia. « Parce que vous avez passé une décennie à essayer de changer Regalis de l'intérieur pour être bloqué par Charles Whitmore à chaque tournant. Parce que vous avez signalé des violations de sécurité qui ont été enterrées, des plaintes pour discrimination qui ont été ignorées et des irrégularités financières qui ont, comme par magie, disparu des audits. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent légèrement. « Comment pourriez-vous possiblement savoir à propos de... » « Nous avons nos sources, » interrompit Léa. « La question est, quand la tempête frappera, et elle frappera, de quel côté de l'histoire voulez-vous être ?» Hélène resta silencieuse pendant un long moment. « Qu'attendez-vous exactement de moi ? » « Rien d'actif. Soyez juste préparés. Lorsque la preuve de la mauvaise conduite de Whitmore deviendra publique, les gens se tourneront vers vous pour obtenir du leadership. Soyez prête à le fournir. » Alors que Lia quittait leur réunion, son téléphone sécurisé vibra avec une mise à jour de son équipe. Dossier bancaire consulté, confirmation des comptes offshore. Whitmore a personnellement autorisé les virements vers des sociétés écrans aux îles Caïmans. Au même moment, Nathaniel rencontrait à nouveau son mentor, Evelyn, cette fois-ci dans son bureau surplombant la baie de San Francisco. « Tout est lié », expliqua Nathaniel, lui montrant des documents sur une tablette sécurisée. Le même groupe bancaire qui a refusé mon premier prêt commercial détient une part importante dans Regalis Airways. Les mêmes membres du conseil d'administration qui se sont moqués en privé de ma bourse d'actions positives au MIT siègent au conseil consultatif de Regalis. Evelyn étudia les connexions. « Vous suivez ça depuis des années. »« Je suis tout ce qui se passe, » répondit simplement Nathaniel. « L'information, c'est le pouvoir. J'ai appris cette leçon tôt. » Evelyn remit la tablette. Qu'est-il arrivé à ce garçon aux yeux brillants qui voulait utiliser l'IA pour prédire les pénuries alimentaires et sauver des vies ? « Il a grandi, » dit Nathaniel, sa voix plus douce. « Il a appris que pour changer le monde, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut un levier. Et maintenant, vous l'avez. » Nathaniel acquiesça. « Maintenant, je l'ai. Soyez juste prudent dans la lutte contre les monstres, que vous ne deveniez pas vous-même un monstre. » Alors que Nathaniel quittait le bureau d'Evelyn, son téléphone sonna avec un appel de l'IA. « Nous avons une situation, » dit-elle sans préambule. « Ross cible nos sources internes. Jamal Barnes et Victor Grant subissent tous les deux des pressions. »« Attendu, » répondit Nathaniel calmement. « Activez les contre-mesures, assurez-vous qu'ils sont protégés. » Déjà en cours. Au siège de Regalis, Ethan Ross informait Charles Whitmore de ses progrès.
Nous avons identifié plusieurs fuites potentielles et nous les contenons, rapporta-t-il. Plus important encore, nous avons compilé des informations intéressantes sur Nathaniel Cole lui-même. Charles se pencha en avant avec empressement. Quelque chose que nous pouvons utiliser possiblement. Une allégation de harcèlement sexuel d'une ancienne employée qui a été réglée à l'amiable il y a 3 ans. Parfait, Charles ricana. Faites-le fuir dans la presse. Je ne recommanderai pas ça encore, avertit Ethan. Nous devons vérifier. Non, interrompit Charles. Je veux que ça sorte maintenant. Voyons comment M. Cole aime être sur la défensive. Ethan hésita, mais acquiesça. Comme vous le souhaitez. En quelques heures, une histoire peu documentée apparut sur un site de nouvelles marginales. Le milliardaire de la technologie Nathaniel Cole accusé d'inconduite sexuelle. L'histoire eut à peine le temps de circuler avant que l'équipe de l'IA ne l'intercepte. Ce qui se passa ensuite choqua même les observateurs médiatiques les plus aguerris. Le site de nouvelles publia soudainement une rétractation et des excuses, ainsi que des emails divulgués montrant qu'Ethan Ross avait payé pour la fausse histoire. Simultanément, les médias légitimes reçurent des preuves documentées des comptes offshore de Charles Whitmore, complètes avec les relevés de transactions et les dates. Dernière nouvelle sur CNN, interrompit la programmation régulière. À l'instant, de multiples sources rapportent que le PDG de Regalis Airways, Charles Whitmore, a tenu une série de comptes secrets pour les investisseurs tout en fournissant de faux dossiers de sécurité aux régulateurs fédéraux. Le FBI a confirmé qu'il examine les allégations. Dans son bureau, entouré de gestionnaires de crise et d'avocats, Charles regarda la couverture dans un silence stupéfait. « Ce n'est pas juste un piratage, dit Martin Reynolds, le directeur financier, c'est une guerre coordonnée. »« Où est Ethan Ross ?» demanda Charles. « Il est censé gérer ça. » « Il essaye de contenir les retombées médiatiques, expliqua Martin. Mais c'est comme combattre un tsunami avec un seau. Le téléphone de Charles sonna. C'était le sénateur Gardner. « Mettez Fox News » claqua le sénateur sans préambule. Charles tâtonna pour trouver la télécommande alors qu'un assistant apportait la chaîne. Là, interviewé en direct, était le sénateur James Wheeler du comité des transports, debout à côté de Leah Okoro. Ces allégations sont profondément troublantes, disait gravement le sénateur. Si elles sont vérifiées, elles représentent l'une des violations les plus importantes de la confiance publique dans l'histoire de l'aviation. Mon comité lancera une enquête complète. Ce fils de pute traître, commença Charles, mais Martin l'interrompit. Charles, le président du conseil d'administration, convoque une session d'urgence. Ils vous veulent là dans 30 minutes. Alors que Charles se battait pour sa vie corporative, Victor Grant donnait une interview en direct à un réseau différent. Son maintien militaire et son comportement simple ajoutant de la crédibilité à son compte. J'ai été témoin d'une discrimination systémique qui était non seulement tolérée, mais effectivement encouragée, expliqua-t-il calmement. Quand j'ai déposé des rapports, ils ont disparu dans des trous noirs administratifs. L'incident avec Meur. Cole n'était que la pointe visible d'un très grand iceberg. De l'autre côté de la ville, Jamal était également devenu public. Sa sincérité juvénile et son indignation morale claire en faisant un héros des médias sociaux instantanés. J'ai regardé un chef d'entreprise respecté être traité comme un criminel pour simplement exister dans un espace où il supposait qu'il n'avait pas sa place, dit Jamal à l'intervieweur, sa voix stable malgré sa nervosité. Et quand j'ai essayé de m'exprimer à l'intérieur, j'ai été menacé et intimidé. Zikidizabdi. À midi, un hashtag était tendance à l'échelle nationale. Carl Regalis Reckoning. Dans l'aile exécutive au siège de Regalis, Sandra Mackey était officiellement licenciée, escortée hors du bâtiment par la sécurité, tandis que les photographes capturaient le moment de l'autre côté de la rue. « C'est injuste », protesta-t-elle, alors qu'elle était relâchée. « Je suivais une politique implicite. Tout le monde savait que certains passagers devaient être examinés de plus près dans les cabines premium. » Avant de partir, elle coinça Erika dans la salle de pause. « Vous avez fait ça ?» siffla-t-elle. « Vous avez divulgué ces vidéos ?» Erika resta ferme. « J'ai fait ce qui était juste. Ce que vous avez fait à M. Cole et à d'innombrables autres était mal, Sandra. C'était toujours mal. Vous avez ruiné ma vie, cracha Sandra. « Non », répondit calmement Erika. « Vous l'avez fait vous-même, chaque fois que vous avez choisi la discrimination au-dessus de la dignité. » Alors que Sandra était enlevée, Hélène Voss reçut un appel de Leah Okoro. « Il est temps, Bam Voss, dit simplement Leah. Le conseil d'administration recherche du leadership. Ils ont besoin de quelqu'un qui n'est pas entaché par la corruption de Whitmore et qui peut stabiliser l'entreprise. »« Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils me choisiront ?» demanda Hélène. « Parce que nous nous sommes assurés qu'ils sachent que vous étiez la seule dirigeante qui s'est constamment opposée au pire des violations éthiques. » répondit Leah. Vos notes internes contestant les raccourcis de sécurité et les pratiques discriminatoires ont été mises en évidence pour les membres clés du conseil d'administration. Hélène prit une profonde inspiration. Et si je me manifestais, alors ? Nathaniel serait intéressé à discuter de l'avenir de Regalis avec vous. Pendant ce temps, la réunion d'urgence du conseil d'administration avait dégénéré en chaos.
avec Charles Whitmore essayant désespérément de maintenir le contrôle. C'est une attaque coordonnée, insista-t-il. Cole utilise ses ressources technologiques pour mener une guerre d'entreprise. La question n'est pas de savoir qui nous attaque, Charles, rétorqua William Freeman. C'est de savoir si les allégations sont vraies. Avez-vous autorisé des comptes offshore pour cacher des fonds aux régulateurs et aux actionnaires? C'est absurde, Il fut interrompu par son assistant qui se précipita avec une tablette. « Monsieur, vous devez voir ça !» Sur l'écran était un email du compte personnel de Charles à Bradley Winston, discutant de la façon d'enterrer les problèmes de maintenance sur la flotte de 737 et d'intimider les dénonciateurs de la sécurité. Le sang quitta le visage de Charles. « C'est trafiqué !» La criminalistique numérique peut vérifier son authenticité. William souligna. Charles, si même la moitié de ce qui sort est vrai, nous faisons face à des accusations criminelles, pas seulement à des pénalités civiles. Alors que le Conseil s'apprêtait à voter sur la suspension immédiate de Charles, Nathaniel rencontrait de l'autre côté du pays ses propres membres du Conseil d'administration. L'action de Regalis a perdu 47% de sa valeur en une seule journée, nota son directeur financier. Ils sont au bord de l'effondrement. Bien, dit l'un des administrateurs. Ils le méritent après ce qu'ils ont fait. Non, corrigea Nathaniel. Aucune entreprise ne mérite d'échouer si elle emploie des milliers d'innocents. Regalis Airways emploie plus de 28 000 travailleurs à l'échelle nationale. La plupart n'ont rien à voir avec sa direction corrompue ou ses pratiques discriminatoires. « Qu'est-ce que vous suggérez ?» demanda le directeur financier. Nathaniel sourit légèrement. « Je crois que Regalis pourrait bientôt être disponible à un prix très attractif. » Ce soir-là, alors que des agents fédéraux commençaient à saisir des documents des bureaux de Regalis à l'échelle nationale, Nathaniel tint un appel privé avec un groupe restreint d'actionnaires minoritaires de Regalis, ceux qui avaient été de plus en plus préoccupés par le leadership de Whitmore même avant la crise actuelle. « Messieurs, dames, commença-t-il, je crois que nous avons un intérêt mutuel à sauver ce qui peut être sauvé de Regalis Airways. »« Monsieur Cole, dit un investisseur prudemment. Étant donné les événements récents, certains pourraient considérer votre intérêt pour Regalis comme vindicatif. Au contraire, répondit Nathaniel doucement, je vois une opportunité là où d'autres ne voient que le désastre. Regalis a un réseau de routes solides, des créneaux aéroportuaires précieux et des milliers d'employés qualifiés. Ce qui lui manque, c'est un leadership éthique et une gouvernance moderne. Vous parlez d'une acquisition, demanda un autre investisseur. Je parle de transformation, corrigea Nathaniel. Au prix actuel de l'action, Cole Dynamics pourrait acquérir une participation majoritaire pour environ 30% de la valeur de Regalis il y a à peine une semaine. C'est prédateur, objecta un investisseur. C'est le business, rétorqua un autre. Et franchement, c'est peut-être la seule option pour empêcher un effondrement complet. Nathaniel les laissa débattre entre eux pendant un moment avant de continuer. Mon offre est simple. Cole Dynamics achètera une participation majoritaire avec une prime de 50% sur le prix actuel de l'action. Toujours une aubaine. Mais mieux que là où vous serez si l'entreprise continue sa chute libre. Et qu'est-ce qui vous empêcherait de simplement démanteler l'entreprise en pièces détachées? Un engagement juridiquement contraignant à maintenir les niveaux d'emploi actuels pendant au moins 2 ans et à investir dans la modernisation des systèmes et de la culture d'entreprise. Alors que les investisseurs examinaient sa proposition, Erika rencontrait Lia Okoro dans un café tranquille. Madame Mackey a déposé une plainte pour licenciement abusif, l'informa Lia. Elle prétend qu'elle suivait une politique d'entreprise non écrite, mais comprise concernant le profilage des passagers. Erika soupira. « Devrais-je témoigner ?» Très probablement, mais nous avons compilé des preuves de 12 autres incidents impliquant Madame Mackey. Vous ne serez pas seul. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Erika. « À Regalis, je veux dire. Nous entendons des rumeurs selon lesquelles l'entreprise pourrait ne pas survivre. Cela dépend, dit prudemment Léa, des décisions prises en ce moment. Mais je peux vous dire ceci. Nathaniel Cole n'est pas intéressé à détruire des vies, mais à responsabiliser et à changer. » Erika acquiesça lentement. « C'est pourquoi j'ai risqué mon emploi pour m'exprimer. Certaines choses comptent plus qu'un chèque de paye. » Plus tard dans la nuit, alors que Charles Whitmore était escorté hors du siège social de Regalis, suspendu en attendant une enquête, il reçut une demande d'appel vidéo inattendue de Nathaniel Cole. Contre l'avis de son avocat, il accepta. « Vous venez vous réjouir ?» demanda Charles amèrement. « Non. » répondit calmement Nathaniel, pour offrir une perspective. Aujourd'hui, cela ressemble à la fin pour vous. Ce n'est pas le cas, c'est le début de la responsabilisation. Vous avez tout détruit, ce que j'ai construit. Vous l'avez détruit vous-même, Charles. Je n'ai fait qu'exposer la vérité. Charles se pencha plus près de la caméra. Ce n'est pas fini, Cole. En fait, si, rétorqua Nathaniel, mais pas pour les 28 000 personnes qui travaillent pour Regalis. Et les uns et les méritent un meilleur leadership. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que demain, je rencontrerai votre conseil d'administration pour discuter de l'acquisition par Cole Dynamics d'une participation majoritaire dans Regalis Airways. Un nouveau chapitre commence.
Alors que Charles regardait avec incrédulité, Nathaniel mit fin à l'appel. À l'extérieur de la fenêtre de son bureau, les lumières de San Francisco scintillaient contre le ciel nocturne. Son téléphone vibra avec un message de l'IA. Des agents fédéraux viennent de signifier un mandat à la résidence de Whitmore. Ça se passe. Nathaniel acquiesça pour lui-même. Laissez l'Empire s'effondrer, murmura-t-il à nouveau. Mais cette fois, ajouta-t-il, afin que nous puissions construire quelque chose de mieux à sa place. Le jet privé de Charles Whitmore atterrit à l'aéroport international de San Francisco sous un ciel lourd de nuages pluvieux. La météo correspondait à son humeur, sombre, turbulente, menaçante. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa suspension en tant que PDG de Regalis Airways, et pendant ce temps, l'action de la société avait continué sa chute libre. Sa réputation personnelle avait été réduite en lambeaux dans les médias, et la SEC avait gelé plusieurs de ses comptes personnels en attendant une enquête. Cette réunion avec Nathaniel Cole n'était pas son idée. Le conseil d'administration de Regalis, désespéré d'arrêter le saignement, l'avait pratiquement supplié de tenter une négociation personnelle avec l'homme qui avait mis leur entreprise à genoux. Charles avait accepté non pas par loyauté envers Regalis, mais parce qu'il avait besoin de paraître coopératif pour atténuer sa mise en danger juridique. Son chauffeur se faufila à travers la ville jusqu'au siège de Cole Dynamics. Une tour moderne et élégante de verre et de matériaux durables qui semblait capter la lumière même en ce jour sombre. Contrairement à l'ostentation baroque du siège social de Regalis à Atlanta, le bâtiment de Cole était élégant dans sa simplicité. Son pouvoir sous-estimé. « Attendez ici », ordonna Charles à son chauffeur alors qu'il s'arrêtait à l'entrée. « Ça ne devrait pas prendre longtemps. » L'agent de sécurité à la réception leva les yeux alors que Charles s'approchait. « Monsieur Whitmore, veuillez vous asseoir. Quelqu'un viendra vous chercher sous peu. » Charles vérifia sa montre. Il était précisément à l'heure pour la réunion de 10h qui avait été organisée. Il s'assit raide sur l'une des chaises minimalistes du hall, refusant le café proposé. À 10h45, Charles s'approcha à nouveau du bureau. « Excusez-moi, j'avais une réunion à 10h avec Nathaniel Cole. »« Oui, monsieur Cole est au courant que vous êtes ici. Veuillez continuer à attendre. » Le visage de Charles devint rouge de colère, mais il retourna à sa place. À 11h30, il arpentait le hall. À midi, son calme forcé s'était complètement érodé. « C'est inacceptable !» lança-t-il à la réceptionniste. « Je suis un PDG, pas un vendeur qui attend une présentation. »« Ancien PDG » vint une voix féminine froide derrière lui. Charles se tourna pour trouver Lia Okoro, le regardant avec un intérêt détaché. « Monsieur Cole va vous recevoir maintenant. » Sans attendre sa réponse, elle se tourna et se dirigea vers les ascenseurs. Charles se dépêcha de la rattraper, sa fierté blessée temporairement oubliée. « Est-ce ainsi que Cole fait des affaires ?» demanda-t-il, alors qu'il montait à l'étage exécutif. « Faire attendre les gens pendant des heures ?» Léa le regarda avec un regard qui fit sentir Charles transparent. « Le temps de Monsieur Cole est extrêmement précieux, le vôtre de moins en moins. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans le bureau de Nathaniel, une pièce spacieuse avec une vue panoramique sur la baie. Nathaniel se tenait dos à la porte, regardant la ville en contrebas. « Monsieur Cole, » commença Charles, forçant la confiance dans sa voix. « J'apprécie que vous ayez pris le temps de me rencontrer. Je pense que nous pouvons résoudre cette situation au profit de tous. » Nathaniel se tourna lentement. « Veuillez vous asseoir, Charles. » Quelque chose dans son ton, l'utilisation désinvolte de son prénom, l'absence totale de déférence fit hérisser les poils de Charles, mais il se conforma, prenant une place en face du bureau de Nathaniel. « Allons droit au but, » dit Charles, se penchant en avant. « Vous avez fait valoir votre point de vue. Vous avez nui à notre action, endommagé notre réputation. Vous vous êtes vengé de cet incident malheureux à l'aéroport. Maintenant, parlons d'aller de l'avant. » Nathaniel l'observa en silence pendant un moment. « Croyez-vous que c'est de cela qu'il s'agit ? Vengeance pour un incident malheureux ? De quoi d'autre s'agirait-il » rétorqua Charles avec un geste de la main dédaigneux. « Écoutez, ces choses arrivent. Notre employé était trop zélé. Nous l'avons renvoyé. Je m'excuse personnellement auprès de vous maintenant. Que voulez-vous de plus ?»« Responsabilité, » répondit simplement Nathaniel. « Pour les schémas, pas les incidents. Pour les systèmes, pas les individus. » Charles ricana. « Ne me donnez pas ces bêtises de justice sociale. Nous savons tous les deux que c'est le business. Vous utilisez cette situation pour un levier. Très bien. Nommez votre prix. »« Mon prix », répéta Nathaniel comme pour tester le concept. Il appuya sur un bouton sur son bureau et un affichage holographique s'activa entre eux, montrant la structure de l'entreprise Regalis Airways avec des sections mises en évidence indiquant les domaines de corruption, de fraude et d'inconduite. Laissez-moi vous dire ce que mon enquête a révélé, Charles. 6 ans de dossiers de maintenance falsifiés, 12 cas de harcèlement sexuel enterrés par le biais d'accords de confidentialité agressifs, des pratiques d'embauche discriminatoires systématiquement dissimulées aux régulateurs fédéraux, le blanchiment d'argent par le biais de votre filiale de charter. Dois-je continuer ? Le visage de Charles était devenu pâle. Ces allégations sont...
Entièrement documenté, interrompit Nathaniel, élargissant une section de l'affichage pour montrer des emails, des relevés financiers et des notes internes, dont beaucoup portaient de la signature de Charles ou des approbations directes. Chacune d'entre elles. Ce sont des dossiers d'entreprises privées. Vous nous avez piratés. C'est de l'espionnage industriel, bredouilla Charles. Il est intéressant que votre préoccupation soit la façon dont nous avons obtenu la preuve de vos crimes, pas les crimes eux-mêmes, observa Nathaniel. Que voulez-vous ? Demanda Charles. Sa vantardise disparut. Je veux Regalis Airways, déclara simplement Nathaniel. Coll Dynamics acquéra une participation majoritaire à $20 par action. Charles laissa échapper un rire amer. C'est moins d'un tiers de sa valeur d'il y a à peine une semaine. C'est le double de ce qu'il se négocie en ce moment, rétorqua calmement Nathaniel, et bien plus que ce qu'il vaudra après que les mises en accusation fédérales soient prononcées. Charles étudia l'homme en face de lui, à la recherche d'une faiblesse, d'un angle, d'un moyen de reprendre le dessus. N'en trouvant aucun, il essaya une approche différente. Et si j'aide à faciliter cette acquisition, qu'y a-t-il pour moi personnellement ? La possibilité d'éviter la prison fédérale, répondit Nathaniel. J'ai assez de preuves pour m'assurer que vous passerez la prochaine décennie dans une cellule, Charles. Coopérez pleinement à la transition. Signez une confession complète de votre rôle dans les activités illégales de Regalis. Et je ferai en sorte que cette confession mette l'accent sur votre aide pour exposer les actes répréhensibles de l'entreprise. Vous attendez de moi que je me confesse ? Que je me détruise ? Charles était incrédule. Je m'attends à ce que vous reconnaissiez la réalité, dit Nathaniel. Votre empire s'effondre déjà. La seule question est de savoir si vous tombez avec lui. Charles se leva brusquement, sa chaise frottant contre le sol. Cette réunion est terminée. Mes avocats vous contacteront. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de ça, Coll. Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, la voix de Nathaniel le suivit. En fait, si. Une voiture vous attend pour vous emmener à votre prochaine réunion avec le bureau de terrain du FBI au centre-ville. Ils sont très intéressés à discuter de ces comptes offshore aux îles Caïmans. Charles se figea, se tournant lentement. Vous n'oseriez pas. Nathaniel rencontra son regard uniformément. Je l'ai déjà fait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler deux hommes en costume à l'air sérieux. Charles Whitmore, FBI, nous aimerions que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. Alors que Charles était escorté, Lia entra par une porte latérale. Ça s'est passé exactement comme prévu. Bien sûr que oui, répondit Nathaniel. Les hommes comme Charles croient toujours qu'ils sont la personne la plus intelligente dans la pièce, jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils ont tout perdu. En parlant de tout perdre, dit Lia, vérifiant sa tablette sécurisée. Nos sources disent que Charles a planifié une contre-attaque. Il a ordonné à Ethan Ross de fabriquer un scandale à votre sujet, quelque chose impliquant des irrégularités financières avec des contractuels minoritaires. L'expression de Nathaniel ne changea pas. Et nous l'avons intercepté avant qu'il ne puisse placer l'histoire. En fait, nous l'avons inversé. Les documents financiers qu'ils ont fabriqués ont été retracés jusqu'à leur source, l'ordinateur portable de Ross. Le FBI a maintenant la preuve de leur tentative de fraude. Parfait, acquiesça Nathaniel. Qu'en est-il du conseil d'administration ? Hélène Voss ? Hélène a tranquillement construit un soutien parmi les membres. Avec Charles maintenant interrogé par les autorités fédérales, je m'attends à ce qu'il vote sur notre offre dans les 24 heures. De l'autre côté de la ville, dans un cadre beaucoup moins glamour, Jamal Barnes était escorté dans une salle de réunion privée au centre de recrutement de Coll Dynamics. Il avait reçu une invitation mystérieuse la veille, sans autre explication qu'une opportunité de discuter de votre avenir. Lorsque la porte s'ouvrit, Nathaniel Coll entra, faisant sursauter Jamal. « Monsieur Coll, je ne savais pas que je vous rencontrerais personnellement. »« Veuillez vous asseoir, Jamal, » dit Nathaniel avec un sourire chaleureux qui transforma son comportement habituellement sérieux. « Et appelez-moi Nathaniel. » Toujours stupéfait, Jamal se rassit. « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. »« Vous êtes ici parce que vous avez fait preuve d'intégrité quand c'était important, » expliqua Nathaniel, prenant place en face de lui. Parce que vous avez reconnu l'injustice et n'avez pas eu peur de vous y opposer, même au risque personnel. N'importe qui aurait fait la même chose, dit modestement Jamal. Non, Nathaniel secoua la tête, il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens détournent le regard, la plupart des gens restent silencieux. Vous ne l'avez pas fait. Il fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre pour un poste chez Coll Dynamics, un programme de formation en gestion avec un salaire qui fit écarquiller les yeux de Jamal. Je n'ai pas l'expérience pour quelque chose comme ça, balbutia Jamal. L'expérience peut s'acquérir, répondit Nathaniel. Le caractère doit être construit au cours d'une vie. Vous avez déjà démontré le caractère que nous valorisons chez Coll Dynamics. Alors que Jamal luttait pour trouver les mots, Nathaniel continua. Nous nous élevons non seulement pour nous-mêmes, Jamal, mais pour que les autres n'aient pas à commencer là où nous l'avons fait. Quelqu'un a pris une chance avec moi quand j'étais plus jeune que vous ne l'êtes maintenant. Il est temps de rendre l'appareil. Au siège de Regalis, Erika se retrouva convoquée de manière inattendue pour rencontrer Hélène Voss.
Elle n'avait jamais directement interagi avec la directrice de l'exploitation auparavant et se sentait nerveuse lorsqu'elle fut conduite dans le bureau d'Hélène. « Erika, merci d'être venue », la salua chaleureusement Hélène. « Veuillez vous asseoir. Ai-je des ennuis ?» demanda Erika avec hésitation. Hélène sourit. « Tout le contraire. Je voulais personnellement vous remercier pour votre courage d'avoir parlé de ce qui s'est passé avec Sandra Maquet et Monsieur Cole. J'ai juste fait ce qui me semblait juste, dit Erika. Et c'est précisément la raison pour laquelle je voulais vous parler, répondit Hélène. Régalis est sur le point de subir des changements importants. On m'a demandé d'aider à créer une nouvelle division de l'éthique d'entreprise, une division ayant le pouvoir réel de traiter la discrimination et l'inconduite. J'aimerais que vous fassiez partie de cette équipe. Les yeux d'Erika s'écarquillèrent. Moi ? Mais je suis juste une agente de porte. Vous êtes quelqu'un qui reconnaît le bien du mal et qui a le courage d'agir en conséquence, corrigea Hélène. C'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Alors que ces conversations avaient lieu, Sandra Maquet était assise dans le bureau de son avocat pour examiner la plainte pour licenciement abusif qu'il préparait à déposer contre Régalis Airways. Nous soutiendrons que vous suiviez des politiques d'entreprise non écrites mais comprises, expliqua son avocat, que vous avez été faite bouc émissaire pour protéger les dirigeants qui ont établi ces pratiques discriminatoires. Sandra acquiesça vigoureusement. Exactement, je ne faisais que ce qu'on attendait. Ils ne peuvent pas tout mettre sur mon dos. Son avocat sembla mal à l'aise. Il y a juste un problème. L'équipe juridique de Régalis a envoyé une documentation en prévision de notre dépôt. Des compilations vidéo, des plaintes basses de passagers, des évaluations de performance où vous avez été averti d'un comportement similaire. Ceux-ci sont sortis de leur contexte, protesta Sandra. Peut-être, mais ils préparent également une contre-poursuite en dommages et intérêts, affirmant que vos actions ont coûté à l'entreprise des millions de dollars en perte d'activité et en atteinte à la réputation. Le visage de Sandra s'affaissa. Ils ne peuvent pas faire ça. J'étais une employée loyale pendant 15 ans. Ils le peuvent, et d'après ce que je vois, ils pourraient gagner, dit sombrement son avocat. Madame Maquet, je dois vous conseiller que la poursuite de cette action en justice pourrait vous rendre personnellement responsable de dommages-intérêts importants. Pendant ce temps, le conseil d'administration de Régalis Airways s'était réuni pour voter sur l'offre d'acquisition de Cole Dynamics. La discussion fut animée, les opinions étant fortement divisées. C'est du vol qualifié, argua un administrateur. Cole profite de notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité est auto-infligée, rétorqua William Freeman. L'alternative est la faillite, la mise sous séquestre fédéral et des milliers d'emplois perdus. Au moins, Cole s'engage à maintenir les niveaux d'emploi. Pouvons-nous lui faire confiance ? Demanda un autre membre du conseil d'administration avec scepticisme. Hélène Voss prit la parole. Nathaniel Cole a construit une entreprise de plusieurs milliards de dollars basée sur des principes d'intégrité et d'innovation. Sa réputation dans le monde des affaires est impeccable. Pouvons-nous en dire autant de notre direction sous Charles ? Après des heures de débat, le vote fut pris. 11 voix contre 3 en faveur de l'acceptation de l'offre de Cole Dynamics. Alors que la nouvelle de l'acquisition se répandait, les analystes financiers se précipitèrent pour évaluer les implications. C'est sans précédent, remarqua un commentateur de CNBC. Cole Dynamics, principalement une entreprise de technologie et d'IA, acquérant une compagnie aérienne majeure. C'est une décision audacieuse qui transforme les deux entreprises du jour au lendemain. Dans un centre de détention fédéral, Charles Whitmore apprit le vote de son avocat. Son visage se tordit de rage alors que la réalité s'installait. Son empire, son héritage, sa réputation, tout détruit en moins d'une semaine. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il. « Cole n'a pas fini d'entendre parler de moi. » Son avocat sembla mal à l'aise. « Charles, vous devez vous concentrer sur votre défense juridique en ce moment. Les procureurs fédéraux ont offert un accord, mais ils exigent votre pleine coopération dans leur enquête sur les pratiques financières de Régalis. Je ne coopérerai jamais avec eux, claqua Charles. J'ai construit cette entreprise et maintenant vous pourriez passer 20 ans dans une prison fédérale, répondit crûment son avocat. Votre fierté vaut-elle ça ? Alors que Charles luttait avec sa nouvelle réalité, Nathaniel rencontrait son équipe de direction pour planifier l'intégration de Régalis dans Cole Dynamics. La transition sera complexe, avertit son directeur financier. La culture d'entreprise de Régalis est épense et complètement différente de la nôtre. C'est précisément pourquoi nous les acquérons, répondit Nathaniel. Pas seulement pour leur route et leurs actifs, mais aussi pour l'opportunité de transformer une industrie qui est restée résistante au véritable changement. « Et le nom ?» demanda sa directrice du marketing. « Gardons-nous la marque Régalis ?» Nathaniel secoua la tête. « Non, ce nom est entaché maintenant. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose qui symbolise la transformation que nous entreprenons. Cole Air a une belle sonorité, suggéra la directrice du marketing. Nathaniel y réfléchit, puis acquiesça. Cole Air, répéta-t-il, où tout le monde a sa place. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'acquisition, et l'industrie de l'aviation s'adaptait toujours au séisme.
L'ancienne Regalis Airways, maintenant rebaptisée Col Air, avait subi une transformation remarquable qui s'étendait bien au-delà de son nom et de son logo. Par une belle matinée de printemps, des milliers de personnes se sont rassemblées pour le lancement officiel de Col Air à l'aéroport national de Washington, l'endroit même où Nathaniel Cole avait été humilié il y a des mois. Une scène temporaire avait été aménagée sur le tarmac avec le premier avion Cole officiel comme toile de fond, son design élégant présentant un nouveau logo qui incorporait des éléments des deux sociétés. Les équipes de presse se sont bousculées pour prendre position alors que Nathaniel s'avançait vers le podium, paraissant parfaitement à l'aise sous les projecteurs malgré sa préférence habituelle pour la vie privée. Aujourd'hui marque non seulement le début d'une nouvelle compagnie aérienne, commença-t-il, sa voix portant sur la foule rassemblée, mais une nouvelle vision de ce que le transport aérien peut et devrait être. Col Air est fondé sur un principe simple. Chaque passager, chaque employé, chaque personne mérite d'être traité avec dignité et respect. Où tout le monde a sa place n'est pas seulement notre slogan, c'est notre promesse. Des applaudissements ont traversé l'auditoire alors que Nathaniel décrivait les politiques initiales de la société. Formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour tout le personnel, système de signalement anonyme pour les passagers et les employés, partenariats avec des initiatives éducatives dans les communautés mal desservies et peut-être le plus surprenant, un programme offrant des vols gratuits aux étudiants qui n'auraient pas les moyens de visiter les collèges potentiels. Nous croyons que la mobilité, physique, économique, sociale, est un droit, pas un privilège, continua Nathaniel. Et nous construisons une compagnie aérienne qui reflète cette conviction dans tous les aspects de son fonctionnement. Assis au premier rang, Jamal Barnes regardait avec une émotion à peine contenue. Il y a 6 mois, il était un stagiaire sous-évalué, témoin direct de la discrimination. Maintenant, il était une étoile montante dans le programme de formation en gestion de Cole Dynamics et aujourd'hui, il parlerait à la télévision nationale de son expérience. Lorsque Nathaniel le présenta, Jamal s'approcha du podium avec un mélange de nervosité et de détermination. « Mon histoire commence par un simple acte de reconnaissance », dit Jamal à l'auditoire. « Reconnaître l'injustice quand je l'ai vue et reconnaître que rester silencieux n'était pas une option. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Mais il s'agit aussi de reconnaître le potentiel, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans les systèmes que nous tenons souvent pour acquis. Une compagnie aérienne n'est pas seulement une entreprise. C'est une porte d'entrée vers des opportunités, vers la connexion avec le monde entier. Et tout le monde mérite d'avoir accès à cette porte d'entrée. Alors que Jamal parlait, les caméras ont fait un panoramique sur le groupe diversifié de dirigeants assis derrière lui, y compris Erika, maintenant chef de la nouvelle division de l'expérience passager et de l'égalité, et Victor Grant, qui avait accepté le poste de directeur des opérations de sécurité pour Col Air. Après les discours, alors que les invités et les médias visitaient le premier avion Col avec son intérieur redessiné axé sur l'accessibilité et le confort pour tous les passagers, Nathaniel s'éclipsa pour un moment privé avec Hélène Voss. « Le conseil d'administration a ratifié votre nomination au poste de PDG ce matin, » lui dit-il. « Félicitations. » Hélène secoua la tête d'étonnement. « Il y a un an, je me heurtais à des plafonds de verre à chaque tournant sous Charles. Maintenant, je dirige l'entreprise. »« Vous avez toujours été la personne la plus qualifiée pour le poste, » répondit Nathaniel. Charles ne pouvait tout simplement pas voir au-delà de ses propres préjugés. « Et qu'en est-il de vous ?» demanda Hélène. « Qu'est-ce qui attend Nathaniel Cole ?» Il sourit légèrement. « J'ai d'autres systèmes à transformer. » Pendant ce temps, dans un tribunal fédéral de l'autre côté de la ville, Charles Whitmore acceptait un accord de plaidoyer. 15 ans réduits à 7 en échange d'un témoignage contre d'autres dirigeants impliqués dans les crimes financiers de Regalis. Son avocat l'avait convaincu que contester les accusations ne ferait qu'entraîner une peine plus longue, compte tenu de la montagne de preuves. Alors qu'il était conduit hors de la salle d'audience, un journaliste cria « Monsieur Whitmore, avez-vous un commentaire sur le lancement d'aujourd'hui de Coher ?» Charles tourna son visage tendu de rage réprimée, mais ne dit rien alors que les Marshalls l'escortaient. Ce soir-là, alors que les médias diffusaient des reportages sur le lancement de Col Air et l'accord de plaidoyer de Charles Whitmore, Lia Okoro fut promue directrice des opérations de Cole Dynamics lors d'une petite cérémonie privée. « Votre loyauté et votre intelligence méritent d'être reconnues », lui dit Nathaniel en lui présentant une clé symbolique de l'étage exécutif. « Vous avez vu cela jusqu'au bout depuis le début. Nous l'avons tous les deux fait, » répondit Lia avec un rare sourire. La justice n'arrive pas toujours rapidement, mais elle arrive. 2 semaines plus tard, le jet privé de Nathaniel atterrit dans son quartier d'enfance dans le South Side de Chicago. La région avait changé au fil des décennies, mais les défis sont restés. Sous-investissement, opportunités limitées, obstacles systémiques à l'avancement. Alors qu'il se promenait dans les rues de sa jeunesse, les souvenirs affluaient. Les foyers d'accueil, l'intimidation raciale, la lutte constante pour être considéré comme plus que sa situation.
Il s'arrêta devant son ancienne école primaire, maintenant quelque peu délabrée par des années de coupes budgétaires. La directrice de l'école, Dre Angela Williams, l'accueillit à l'entrée. « Monsieur Cole, merci d'être venu personnellement. Les enfants sont tellement excités de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour moi, » l'assura Nathaniel. « Tout est-il prêt pour l'annonce ?»« Oui, bien que je n'arrive toujours pas à croire que cela se produise. » À l'intérieur du gymnase de l'école, des centaines d'étudiants se sont rassemblés, bourdonnant d'excitation à l'assemblée spéciale. Lorsque Nathaniel monta sur scène, un silence tomba sur la pièce. « Je me suis tenu là où vous êtes assis maintenant il y a de nombreuses années, » commença-t-il doucement, rêvant d'un avenir qui semblait impossible depuis ses chaises. « Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que rien n'est impossible lorsque vous combinez le talent avec l'opportunité. » Il dévoila les plans de ce qui allait devenir l'initiative phare de la Cole Foundation, un investissement de 50 millions de dollars dans le quartier, y compris un centre de technologie ultramoderne, des programmes de bourse et un réseau de mentorat complet reliant les étudiants à des professionnels de plusieurs industries. « Ce n'est pas de la charité, » souligna Nathaniel. « C'est un investissement en vous, dans votre potentiel, dans notre avenir partagé. » Alors que les enfants et les enseignants éclataient en applaudissements, Nathaniel ressentit un rare moment d'émotion pure et non filtrée. C'était pourquoi il avait construit Cole Dynamics. Pourquoi il avait repris Regalis Airways, pas pour le pouvoir ou la vengeance, mais pour la transformation, pour créer un changement qui lui survivrait. Plus tard ce soir-là, alors que son avion se préparait au départ, Nathaniel se surprit à penser à un moment de son enfance, assis sur les marches du foyer d'accueil, travaillant sur des équations que personne d'autre ne comprenait, essayant de prédire les schémas pour prévenir les catastrophes. Il avait bouclé la boucle. Les schémas qu'il avait identifiés avaient mené non seulement à la réussite personnelle, mais aussi au changement systémique. Les équations s'étaient équilibrées après tout. 3 jours plus tard, Nathaniel monta à bord du vol officiel inaugural de Cole Air, un voyage symbolique de Washington à San Francisco. En s'installant dans son siège en première classe, il remarqua les différences subtiles mais significatives par rapport à ses expériences précédentes. L'équipage de vol diversifié qui accueillait chaque passager avec le même niveau de respect. La cabine redessinée axée sur le confort et l'accessibilité. Le message clair tout au long de l'avion mettant l'accent sur la dignité pour tous les voyageurs. Une hôtesse de l'air s'approcha avec un verre d'eau à Dido. « Monsieur Cole, c'est un honneur de vous avoir à bord aujourd'hui. »« Merci, » répondit Nathaniel avec un sourire sincère. « C'est un honneur d'être ici. » Alors que l'avion roulait vers la piste, Nathaniel contempla par la fenêtre le logo de Coair ornant l'aile. L'avion gagna de la vitesse, s'élevant en douceur dans le ciel au-dessus de Washington. En dessous, la ville devint plus petite, ses schémas et ses systèmes visibles de ce nouveau point de vue. Nathaniel Cole avait changé ses schémas, non pas par la destruction, mais par la transformation. Alors que l'avion s'inclinait vers l'ouest en direction de San Francisco, il s'accorda un moment de tranquille satisfaction. Ce n'était pas la fin d'un voyage, c'était le début d'un héritage. À quoi ressemble le vrai pouvoir ? Pour moi, ce n'était pas seulement une histoire sur un homme noir maltraité, c'était un rappel puissant que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la transformation de l'injustice en un changement durable. Nathaniel Cole ne s'est pas seulement battu pour lui-même. Il a ouvert une porte à des milliers de personnes qui avaient toujours été exclues. Si vous croyez que la justice mérite une action et que des histoires comme celle-ci doivent être entendues, donnez un j'aime à cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.